1517, l'humaniste florentin Nicolas Machiavel écrivait « Combien il y a de sagesse à feindre pour un temps la folie ». C'est une phrase qu'Elon Musk, qui vient de fêter l'anniversaire de l'acquisition du réseau social Twitter, renommé X, aurait pu choisir comme devise tant il est passé maître dans l'art de faire passer pour des impulsions spontanées des décisions stratégiques mûrement réfléchies. La presse mondiale, et notamment la presse française, font leur chou gras du comportement apparemment erratique du centimilliardaire et n'hésitent pas à s'interroger sur sa santé mentale. L'entrepreneur, relativement discret jusqu'en 2018, est progressivement devenu une personnalité publique de premier plan depuis sa première entrevue sur le podcast de Joe Rogan, au cours de laquelle il a fumé un joint. Depuis les 3 dernières années, et notamment depuis l'offre d'achat de Twitter le 14 avril 2022, sa présence en ligne n'a fait que croître et il s'est exprimé sur tous les sujets. De la technologie à la politique américaine, en passant par la situation à Gaza et la guerre en Ukraine, rien n'arrête le patron de Tesla. Ses satellites Starlink ont joué un rôle dans la guerre qui oppose l'Ukraine et l'OTAN à la Russie, et le milliardaire a réussi l'exploit de se mettre à dos malgré lui les combattants des deux camps. Les méthodes d'expression d'Elon Musk détonnent fortement avec le comportement solennel et discret d'autres milliardaires de la tech, comme Mark Zuckerberg ou Bill Gates par exemple. Le fondateur de SpaceX et le patron de Tesla aime s'exprimer en utilisant l'humour et des mimes internet. Il semble avoir une affection particulière pour le célèbre Shiba Inu nommé Doge et pour la crypto-monnaie inspirée par ce dernier, Dogecoin. Les publications du milliardaire ont fait fortement fluctuer la valeur de cette dernière au cours des années passées. D'ailleurs, pour satisfaire les aficionados de ce même coin, Elon Musk a même pris la décision de remplacer le logo de Twitter par une photo du fameux Shiba Inu pendant une journée, le 3 avril 2023. Dire que les déclarations de Elon Musk ont une forte influence sur les marchés financiers serait un euphémisme. En 2021, le journaliste financier Matt Levine, officiant chez Bloomberg, a publié un article décrivant l'idée partiellement humoristique de la Elon Markets Hypothesis, en français, l'hypothèse des marchés Elon. Le journaliste constate que la finance est devenue si postmoderne qu'il semble que les actifs soient valorisés non pas en raison de leur cash flow, mais en fonction de leur proximité avec Elon Musk. Une simple mention du milliardaire peut faire décoller le cours d'une action, tant et si bien que certains sites, comme elonstocks.com, proposent d'envoyer des alarmes par SMS à leurs utilisateurs à chaque fois qu'Elon Musk mentionne un actif dans un tweet. Cette influence extraordinaire du milliardaire sur les marchés n'est pas sans rappeler le champ de distorsion de réalité attribué à Steve Jobs, dont le charisme lui permettait d'exercer une forte influence sur ses employés, ses fournisseurs et sur les journalistes évaluant ses produits. La force de persuasion du cofondateur d'Apple le rendait apparemment capable de faire accepter des contraintes impossibles à ses collaborateurs en termes de temps et d'argent. Steve Jobs pouvait aussi les convaincre qu'une idée était excellente ou tout à fait stupide en fonction de son humeur changeante. Pensez-vous vraiment que la montée en puissance médiatique d'Elon Musk au cours des dernières années soit due au hasard? Non? Eh bien, il se trouve que nous non plus. Étant donné le style du personnage, on peut parier que ce n'est pas une coïncidence. Elon Musk n'a pas décidé de racheter Twitter par simple esprit de défi ou sur un coup de tête, comme ses publications sur la plateforme ont pu le laisser penser. Le choix de cet achat et de ce niveau d'exposition médiatique sont plus probablement l'exécution d'une stratégie pensée sur le long terme. Le milliardaire ne pouvait ignorer le déchaînement de passion que susciterait sa nouvelle politique de relations publiques, et en effet, force est de constater qu'il la paye au prix fort. La couverture de ses actions par les médias de grand chemin lui est hostile et de nombreuses actions de boycott sont dirigées contre son entreprise. Ce sabotage est entrepris par des groupes politiques, mais aussi par des lobbies et des organisations non gouvernementales. Il est intéressant de constater la variété de ses ennemis qui ont tous l'intention de détruire sa réputation. Pouvait-on s'attendre à autre chose de la part des défenseurs du status quo? Quand on s'attaque à la caste, elle se défend et les chiens de garde montrent les dents. L'ONG Sleeping Giants, par exemple, fait pression sur les annonceurs pour faire tarir les revenus publicitaires de la plateforme X. Cet activisme a des retombées négatives non seulement sur le réseau social, mais aussi sur les autres entreprises du milliardaire, dont certains semblent vouloir la chute à tout prix. Mercredi 27 novembre, le milliardaire, interviewé dans le cadre d'une conférence à New York, a dit sans détour « Si quelqu'un veut me faire chanter avec de la publicité ou de l'argent, qu'il aille se faire foutre ». Elon Musk a indiqué que cette phrase était notamment dédiée à Bob Iger, le CEO de Disney, qui a arrêté de promouvoir sa marque sur la plateforme. Venons-en maintenant aux différentes raisons qui ont poussé le milliardaire à racheter Twitter. Officiellement, Elon Musk a annoncé dans l'épisode 2054 du podcast de Joe Rogan, diffusé le 31 octobre 2023, que la raison pour laquelle il a fait l'acquisition du réseau social est la suivante. Il pense que la version précédente du réseau social avait un effet corrosif sur la civilisation.
Selon lui, cela s'explique par le fait que les quartiers généraux de l'entreprise sont localisés dans une zone précise de San Francisco, dominée par une idéologie d'extrême gauche sectaire. À en croire Elon Musk, l'achat du réseau social a une dimension militante et dénote d'une volonté de s'opposer à la censure. D'ailleurs, il se décrit lui-même comme un absolutiste de la liberté d'expression. D'autre part, Elon Musk a dit qu'en faisant l'acquisition de Twitter, il a acheté une scène de crime. Cette déclaration fait référence aux révélations faites par les journalistes Matt Taibbi, Michael Shellenberger et Barry Weiss dans les Twitter Files. Le milliardaire n'exagère pas, ces 3 journalistes ont dénoncé les pratiques illégales des gérants du réseau social durant la dernière élection présidentielle américaine et pendant la crise sanitaire. La publication de documents internes ont permis de prouver l'existence de pratiques qui avaient été auparavant dénoncées comme des théories du complot. Twitter avait régulièrement recours à la suspension, mais aussi au shadow banning et au déboostage de certains comptes, suspectés de répandre de la désinformation, de la mésinformation et de la malinformation. Ce jargon reflète en réalité des positions s'opposant simplement au narratif médiatique dominant. Il apparaît aujourd'hui clairement que les administrateurs du réseau social avaient un tel niveau de contrôle qu'ils pouvaient changer la teneur du débat public. Elon Musk résume les conclusions de ses recherches en disant que tout Twitter était en fait une branche du gouvernement à l'insu du grand public. Maintenant que Elon Musk a racheté et renommé le réseau social, on peut se demander en quoi consiste sa nouvelle vision. Comment le milliardaire compte-t-il transformer un outil de propagande en plateforme favorisant la liberté d'expression ? Si l'on se fie à ces déclarations, la nouvelle orientation de X a pour but d'encourager une forme de journalisme citoyen par opposition à une forme de journalisme institutionnel. Le milliardaire a d'ailleurs confié à Joe Rogan qu'il pense que c'est ce choix qui est la véritable raison pour laquelle il est sous le feu des critiques. Encourager le journalisme citoyen, c'est mettre en danger l'establishment. Par exemple, le 18 novembre 2023, la page Wikipédia anglaise de ce dernier le décrivait comme un businessman, investisseur et théoricien du complot d'extrême droite, avant d'être modifié. Il est intéressant de noter que la couverture des actions du milliardaire depuis l'acquisition de Twitter a été unanimement négative dans les médias de grand chemin, que l'on parle du Guardian au Royaume-Uni, de CNN aux États-Unis ou du Monde en France. Ce n'était pas le cas avant quand il consacrait la majeure partie de son temps à Tesla, SpaceX, SolarCity, Hyperloop ou encore The Boring Company. En fait, il est assez fascinant de constater qu'aujourd'hui, suite à une recherche Google, tous les articles sans exception sur la première page de résultats sont à charge et vise manifestement à nuire à sa réputation. Sa gestion de Twitter est décrite comme étant catastrophique, bien que le nombre d'utilisateurs mensuels actifs ne cesse d'augmenter pour atteindre 540 millions au deuxième trimestre 2023. Les dernières semaines ont par ailleurs été marquées par une montée en intensité du conflit entre le milliardaire et les médias hérités. La vision d'Elon Musk du champ médiatique comme un champ de bataille où différentes influences s'affrontent évoque la théorie de la guerre de 5e génération décrite par Daniel Abbott. Dans un tel type de conflit, la victoire n'est pas obtenue par des moyens traditionnels ni par des tactiques d'insurgence. Ce type de guerre consiste en effet à étendre le théâtre d'opération au-delà de la ligne de front par le maniement de cyberattaques, de fausses informations et de manipulation du narratif et de l'opinion publique. C'est un problème préoccupant à notre époque qui risque d'être empiré par les améliorations de l'intelligence artificielle et de la génération d'images de synthèse quand elles seront utilisées à mauvais escient. Nous reviendrons sur ce sujet dans quelques minutes. Avez-vous des doutes sur l'honnêteté de Elon Musk quand il dit avoir agi simplement pour protéger notre civilisation du pouvoir corrosif de Twitter ? Nous aussi avons du mal à croire que l'homme le plus riche du monde soit tout d'un coup si désintéressé. Cela ne veut pas dire qu'il ment éhontément, mais plutôt qu'il considère avoir quelque chose d'autre, de plus concret à gagner dans la transaction. D'ailleurs, depuis quelques mois, le fait qu'Elon Musk souhaite intégrer une couche de paiement à X n'est plus un secret pour qui que ce soit. Il se trouve en effet que le milliardaire a récemment déclaré vouloir faire de X une super app comme WeChat ou Alipay en Chine. Comme vous le savez sans doute déjà, la seconde entreprise d'Elon Musk, créée en 1999 et nommée X.com, était une banque en ligne qui a fusionné avec son compétiteur Confinity en 2000. Cette entreprise a été l'année suivante renommée PayPal. La lettre X elle-même semble obnubiler Elon Musk. On la retrouve dans le nom du modèle X de Tesla, dans celui de son entreprise d'astronautique SpaceX, prononcé X pour exploration, en passant même par le prénom de sa fille avec l'artiste Grimes, XAEA12. Elon Musk a décidé d'inscrire son réseau social dans la même tendance. Bien que les plans d'Elon Musk pour X soient ambitieux, les résultats de la plateforme sur le plan financier tardent à se faire sentir. Selon Bloomberg, en novembre 2023, la valeur de ce marché de X n'est plus que de 19 milliards contre 44 lors de l'achat de Twitter. Ces vents contraires ne semblent pas perturber outre mesure le milliardaire. Il a fait la déclaration en avril dernier que X pourrait devenir la plus grande institution financière du monde avec une capitalisation boursière de 250 milliards de dollars.
Si cela arrivait, cela la ferait rivaliser en taille avec Bank of America et JP Morgan Chase et ferait passer les 85 milliards de capitalisation de PayPal pour une note de bas de page. Elon Musk, de son propre aveu, souhaite diversifier les services offerts par X et dans cette optique s'inspirer directement de l'application WeChat utilisée en Chine. Cette application, qui a plus de 1,3 milliard d'utilisateurs mensuels, permet aux Chinois de se faire livrer de la nourriture, de réserver des taxis et d'acheter des billets d'avion ou de train. En outre, les utilisateurs peuvent installer des mini-applications permettant d'avoir accès à d'autres services dans la même interface. WeChat est aussi un réseau social, une application de messagerie et un service permettant aux habitants de l'Empire du Milieu de s'envoyer des paiements en ligne. C'est cette dernière fonction qui a fait connaître WeChat aux Chinois il y a presque 10 ans. En 2014, l'application développée par le géant Tencent a innové en lançant les enveloppes rouges digitales. Ces enveloppes rouges, appelées en mandarin Hongbao, sont traditionnellement offertes au cours de fêtes familiales et notamment lors du Nouvel An chinois. Cela signifie que du jour au lendemain, des dizaines de millions de profils ont été activés et connectés à un compte en banque pour pouvoir envoyer ou récupérer le contenu des enveloppes virtuelles. Cette campagne a donc été une opération d'acquisition d'utilisateurs triomphale et retentissante. Jack Ma, le cofondateur du groupe Alibaba et de l'application de paiement Alipay, le compétiteur principal de WeChat, a décrit cette entrée fracassante sur le marché de la finance en ligne comme une sorte de Pearl Harbor commercial. La rivalité entre ces deux services, connus dans l'Empire du Milieu sous les noms de Weixin et Zhifubao, marque le point de départ de l'ère des super apps. Pour le dire succinctement, le but de ces applications est d'offrir à leurs utilisateurs un package complet pour répondre à tous leurs besoins. La visée exhaustive de ces applications ambitionne d'atteindre un point où les utilisateurs n'ont besoin d'avoir recours à aucun autre service pour parvenir à leurs fins et où tout est accessible dans le même environnement. C'est dans cette optique que WeChat a innové en 2016 en permettant le téléchargement de mini-apps au sein de l'application mère dont nous vous parlions il y a quelques instants. Ces mini-applications sont en fait des sites web formatés pour s'intégrer parfaitement avec l'application hôte. Ce modèle a fait des émules. Il a été rapidement copié et implémenté par les super apps rivales. En fait, ce fonctionnement a eu d'autant plus de succès que la plupart des applications occidentales sont bannies en Chine et donc non téléchargeables. De manière plus générale, il est intéressant de constater que le succès des super apps, bien qu'indéniable, semble restreint à une zone géographique particulière, l'Extrême-Orient. Ce type d'application, que nous considérons souvent comme étant limité à la Chine, est bien présent dans de nombreux pays de la région. Paytm en Chine, Line au Japon ou encore Grab en Asie du Sud-Est, Thaïlande, Singapour, Malaisie, Indonésie, Myanmar, Cambodge, Philippines et Vietnam. La customisation de l'expérience utilisateur est aussi possible par le biais des mini-apps qui ne nécessitent pas d'apprentissage supplémentaire puisque l'interface reste la même. D'autre part, la pratique a montré que ces Everything Apps, ou applications tout en un, ont aussi plusieurs intérêts du point de vue des entreprises qui les développent. Elles font par exemple baisser le coût moyen d'acquisition d'un utilisateur. Le raisonnement est simple. Il est plus facile et moins cher de faire en sorte qu'un utilisateur existant utilise un autre service déjà disponible dans l'application que d'attirer de nouveaux utilisateurs vers une application distincte. De plus, les différentes fonctions de la super app mènent à un effet synergique. C'est logique, les utilisateurs utilisent disproportionnellement plus une plateforme qui leur propose plusieurs services qui les intéressent. Un tel fonctionnement permet par exemple à WeChat de faire en sorte que 88% des détenteurs de mobiles chinois se connectent à leur plateforme tous les jours, une performance de haute voltige. Si ce modèle est si avantageux pour tous, la question est donc la suivante. Pourquoi le modèle des super apps fonctionne-t-il si bien en Asie, mais ne semble-t-il pas prendre dans le monde occidental ? Cette question est fascinante car elle contredit l'hypothèse d'une économie mondialisée. Laissez-nous vous apporter quelques éléments de réponse. Tout d'abord, il faut commencer par discuter du rapport différent à Internet et à l'informatique qu'ont les populations au-delà de l'Oural. Celles-ci ont eu pour la première fois accès à Internet à grande échelle dans les 15 dernières années grâce au développement du smartphone. De la même manière, la prolifération des téléphones connectés a permis l'extension du marché bancaire en ligne à des centaines de millions de personnes qui étaient jusque-là non bancarisées. Dans ce contexte de bond technologique, des applications comme Alipay, Gojek ou WeChat ont pu bénéficier d'un first mover advantage, c'est-à-dire d'un avantage de précurseur en arrivant sur un marché en friche. En termes de réseaux sociaux, par exemple, WeChat a pu se positionner en 2014 sur un marché nouveau, tandis qu'en Occident à la même période, Facebook se targuait déjà d'avoir bien plus d'1 milliard d'utilisateurs mensuels. En outre, Facebook était déjà en concurrence avec d'autres entreprises technologiques bien capitalisées. Cela va peut-être vous surprendre, mais il se trouve que Michael Saylor, CEO de l'entreprise MicroStrategy, a été l'un des premiers à comprendre et à tirer les conclusions de cette asymétrie entre l'Orient et l'Occident. Le milliardaire est connu pour être l'un des plus ardents défendeurs du Bitcoin depuis 2017, mais n'a pas attendu les crypto-monnaies pour être un visionnaire. Il avait déjà anticipé, il y a plus de 10 ans, la révolution mondiale qu'allaient constituer les smartphones.
Par contraste, en Occident, avant l'apparition du Web 2.0, il existait déjà de nombreuses manières d'utiliser Internet et plusieurs entreprises comme Apple, Google ou Microsoft, pour citer les plus connues, se battaient déjà pour obtenir plus de parts de marché. La culture Internet, construite par couches de sédimentation successives, était diverse et variée. Il est important de comprendre que ce n'était pas le cas en Asie. L'arrivée d'un Internet grand public a été soudain et non pas progressif, ce qui a permis d'immédiatement habituer les utilisateurs à ces super apps. Ce délai a aussi permis au gouvernement de se préparer à la vague Internet qui allait se déverser dans toutes les couches de la société. Concrètement, les États asiatiques ont eu une longueur d'avance pour se préparer administrativement et prendre des mesures préventives de contrôle sur le réseau. Cet élément est d'une importance capitale et nous amène à la différence majeure entre l'Orient et l'Occident en matière de secteur technologique et d'économie en ligne. Dans les pays d'Extrême-Orient, et par exemple en Chine, un lien étroit unit la direction du Parti communiste chinois et les entreprises technologiques majeures du pays. Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, Huawei et ByteDance pour en citer quelques-unes. Ce contrôle des leaders du PCC sur les grandes entreprises Internet chinoises leur permet de contrôler les flux en ligne avec beaucoup plus d'efficacité que les gouvernements ne le peuvent en Occident. Le fait qu'il ne soit pas possible dans l'empire du milieu d'avoir accès à l'immense majorité des applications occidentales leur permet de se développer en vase clos et sous supervision. Bien sûr, Internet existe en Chine, mais il est basé sur des prémices bien différentes de l'Internet que nous connaissons. Les observateurs extérieurs que nous sommes peuvent constater que ce protectionnisme de l'information a permis à la Chine d'atteindre un niveau d'intégration entre les médias et les instances de pouvoir profondément dystopique. C'est peu de le dire, là-bas, les liens qui unissent les chefs d'État aux chefs de grandes entreprises technologiques sont si étroits que la différence entre la sphère publique et privée s'estompe totalement. C'est le côté obscur des super apps. Leur nature centralisée, leur taille, leur succès et leur lien avec les sphères de pouvoir les rendent à la fois faciles à contrôler et impossibles à concurrencer par de nouveaux entrants. Maintenant, vous devriez commencer à comprendre que les raisons de l'échec des super apps en Occident ont à voir avec les relations entre les instances étatiques, les régulateurs et les entreprises technologiques. De plus, la confiance du public européen et américain dans ces entreprises technologiques est très basse, ce qui n'arrange rien à l'affaire. Ce n'est pas faute d'avoir essayé de lancer de telles applications multifonctions. Snapchat et Uber, par exemple, ont tenté de le faire sans succès, mais l'un des meilleurs exemples que l'on puisse prendre est celui de Libra, la crypto-monnaie mort-née de Meta. Ce projet a été formellement présenté en juin 2019 et devait être opérationnel en janvier 2020. Libra était censé être une stablecoin centralisée disponible aux utilisateurs de Facebook et des autres plateformes de Meta. Initialement, ce projet était conçu pour être adossé à un panier d'actifs, constitué notamment de plusieurs monnaies comme l'euro, le dollar et le yen, ainsi que de bons du Trésor américain. L'implémentation d'un tel moyen de paiement aurait concrètement transformé Facebook en super app, car elle aurait permis d'intégrer une couche économique native au réseau social. Ce projet, extrêmement ambitieux, aurait pu permettre à Facebook d'avoir son propre moment des enveloppes rouges, comme WeChat quelques années plus tôt, et potentiellement de devenir la première entreprise d'Occident. C'est pour cela que l'association Libra avait été conçue pour voir les choses en grand et regroupait des entreprises de paiement et de e-commerce de premier plan comme PayPal, Mastercard, Visa et eBay. Par la suite, l'application de Mark Zuckerberg aurait pu non seulement concurrencer Venmo, mais aussi Amazon ou Uber. Ce projet a été très ambitieux car les applications utilisées par nos voisins asiatiques nous montrent qu'une fois que le problème de la couche de paiement est réglé, il est très simple d'implémenter toutes sortes de fonctions, réservation de billets d'avion, de train, de cinéma, achat en ligne, commande de taxi et de repas, et ainsi de suite. Les tractations qui ont mené au sabordage du projet de Facebook, ou au contraire à la prise de contrôle de Twitter par le FBI, à en croire Elon Musk, se sont passées à huis clos et avec un niveau de transparence totalement nul. Le milliardaire qui a libéré l'oiseau en rachetant Twitter avant de le renommer X fait face à un formidable ennemi qui semble déjà avoir décidé de l'attaquer à bras raccourcis. La vision du patron de Tesla pour X est fascinante. Intégration de marché financier avec eToro, plateforme de vidéos, de discussions en direct inspirée de Clubhouse. Elon Musk le dit lui-même, X pourrait représenter la moitié du système financier mondial s'il se transforme en super app. Il va sans dire que cela ferait du réseau social l'entreprise de loin la plus profitable du milliardaire. Mais il est probable que le niveau de résistance de la caste politique et médiatique à un tel projet atteigne de nouvelles hauteurs et la capacité du milliardaire à résister longtemps à une guerre psychologique à outrance pose question. Dans l'hypothèse où le pari fou d'Elon Musk réussirait, il nous faut nous demander si l'existence d'une application tout en un occidentale serait une chose souhaitable pour nous tous. L'émergence d'un tel outil signifierait la concentration d'une quantité de pouvoir gigantesque entre un petit nombre de mains. Même si Elon Musk et les dirigeants de Twitter eux-mêmes ne cèdent pas au chant des sirènes, le fait qu'il existe un nombre restreint de personnes en charge de la plateforme fait d'eux une cible idéale pour des pressions gouvernementales. Comme nous l'enseigne Lord Acton, le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. On peut donc envisager que l'application soit utilisée comme une arme politique, comme elle l'a été avant son rachat par Musk, mais à une échelle supérieure.
Dans un monde hyper connecté, empêcher une personne d'accéder à une super app dont tout le monde se sert revient à pouvoir l'isoler socialement et technologiquement. On peut déjà voir de telles ostracisations orwelliennes prendre place en Chine, et les événements du début des années 2020 en Europe et aux États-Unis ont montré qu'un tel niveau de censure et de bannissement était aussi possible dans nos belles sociétés démocratiques. Celles-ci semblent répudier les principes libéraux qui ont fait leur grandeur dans les années passées. Selon l'historien Niall Ferguson, les démocraties occidentales sont sur une pente autoritaire qui les fait de plus en plus ressembler au pays de Xi Jinping. La dernière inconnue de l'équation est Xai, l'entreprise d'intelligence artificielle fondée par Elon Musk et ses différentes implémentations possibles sur la plateforme X. L'objectif officiel de cette entreprise, excusez du peu, est de comprendre la véritable nature de l'univers. Concrètement, l'entreprise développe l'intelligence artificielle Grok, un chatbot actuellement en version bêta, qui sera disponible bientôt pour les utilisateurs de X Premium+. Le but de Grok est d'être disponible sur la super app X et d'être en compétition directe avec ChatGPT. D'après Elon Musk, invité sur le podcast de Lex Fridman le 9 novembre 2023, l'un de ses objectifs est de faire en sorte que l'intelligence artificielle Grok puisse produire de bons résultats en termes d'ingénierie et de physique. Il se trouve en effet que l'un des problèmes majeurs des intelligences artificielles basées sur des grands modèles de langage est qu'elles ont tendance à confabuler et à inventer des informations de toutes pièces. À l'heure de l'écriture de cet épisode, il existe malheureusement trop peu d'informations sur la manière dont Elon Musk souhaite implémenter à terme l'intelligence artificielle de la plateforme X. On peut cependant tabler qu'une intégration réussie de celle-ci justifie à elle seule l'utilisation de X, ce qui ferait de la plateforme une killer app ou application phare en français. Si elle réussit un tel exploit, on peut même imaginer qu'il ne soit pas nécessaire de construire une super app à proprement parler. L'IA pourrait avoir recours elle-même à d'autres services au nom de l'utilisateur qui seraient externalisés. X servirait dans cette hypothèse de nexus social, reliant différentes personnes sur un réseau et leur permettant d'avoir accès aux avantages de tous les services Internet existants à travers Grok. En tout cas, le moins qu'on puisse dire est qu'il est désormais clair que l'empire d'Elon Musk est lui aussi dans la course à l'intelligence artificielle, qui l'oppose à OpenAI, à Bard et à leurs homologues développés par les plus grandes entreprises chinoises. Celles-ci progressent à grande vitesse car le développement de l'intelligence artificielle a été identifié comme étant un enjeu stratégique par le Parti communiste chinois depuis 2017 et que le pays ambitionne de devenir le premier acteur de cette industrie dès 2025. Les implications potentielles de l'implémentation de l'intelligence artificielle dans les super applications chinoises sont vertigineuses. Meilleure curation de contenu, relations et divertissements entièrement artificiels, mais aussi un contrôle accru des narratifs et des populations. Tout comme eux, il semble qu'Elon Musk ait correctement identifié que l'intelligence artificielle sera la technologie charnière autour de laquelle vont s'articuler les applications tout en un de demain. Il reste à voir comment cette technologie sera utilisée en pratique et à espérer qu'elle ne transformera pas nos sociétés en Minority Report. L'avenir est incertain et la période historique que nous traversons actuellement est marquée par la transformation des sociétés humaines causée par la diffusion et par l'utilisation quotidienne d'Internet. Ce bouleversement d'ampleur de la manière dont l'information est consommée et transmise est comparable à celui causé par l'invention de l'imprimerie à caractère mobile par Gutenberg au milieu du XVe siècle. Et il apparaît déjà clairement que la marche du monde va être à nouveau changée par la nouvelle donne apportée par ces vagues d'innovation technologique. À nous de savoir nous adapter pour tirer profit des opportunités qui émergeront immanquablement de cette situation et d'avoir la sagesse nécessaire de nous préserver de ces dangers. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode dédié à la volonté d'Elon Musk de transformer sa plateforme X en super app. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ainsi qu'à commenter et à partager cette vidéo. Nous tenons à remercier la chaîne YouTube Tech Altar, dont les recherches ont été fort utiles pour obtenir des informations sur l'utilisation des super apps en Extrême-Orient. Merci de votre attention et à bientôt sur Money Radar Crypto.